Bienvenue dans le débat sur France 24. La France va réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux pays du Maghreb. Le gouvernement a décidé de diviser par deux le nombre de visas accordés à l'Algérie, au Maroc et de 30% les visas accordés à la Tunisie, quels que soient les motifs du voyage. La France dit répondre à l'immobilisme de ces pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants vivant illégalement en France. Le Maroc a dénoncé une décision injustifiée et l'Algérie une décision disproportionnée. Alors combien de temps va durer cette restriction? Remet-elle en cause les relations entre la France et ces différents pays du Maghreb? En tout cas, cette réduction des visas s'invite dans la campagne présidentielle française. Arme diplomatique ou opportunisme politique? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Seine-et-Marne, membre de la Commission des lois. Bienvenue dans le débat. Également en face de vous, donc Moustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint à MCD. Bienvenue Moustapha, journaliste d'ailleurs franco-marocain. Avec nous également Catherine Witold de Wenden. Oui, bonsoir madame, enseignante à Sciences Po, spécialiste des migrations internationales, directrice de recherche émérite au CNRS. Également avec nous donc par Skype Henri Loret. Bonsoir Henri Loret, éditorialiste au Télégramme. On va d'abord écouter Gérald Darmanin qui a affirmé aujourd'hui, vous allez le voir, la raison pour laquelle la France a adopté ce type de mesures. On l'écoute. On va diminuer très fortement le nombre de visas, mais ce n'est pas une politique nouvelle. Le président de la République l'a déjà fait il y a 2 ans et demi, vis-à-vis de certains États du Maghreb. On le fait parce que une partie des compatriotes algériens, marocains, tunisiens qui sont sur le sol français ne sont plus acceptés par ces pays, soit parce que ce sont des personnes qui sont islamistes radicales, soit parce qu'ils sont délinquants, soit parce qu'ils doivent partir tout simplement du territoire national. Et nous, on leur dit, tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, eh bien, on n'accepte pas vos compatriotes. Jean-Michel Fauvergue, on peut dire que c'est une mesure de rétorsion. C'est le terme qu'utilise le ministre, c'est ça? On peut dire que c'est une mesure de justice vis-à-vis de cette évolution de la situation. Vous savez, ça fait plusieurs dizaines d'années que cette situation perdure et qu'on a des problèmes pour faire en sorte que les nationaux de ces pays-là qui ne sont plus désirés sur le territoire national, soit parce qu'ils sont signalés comme étant terroristes, le ministre vient de le dire, soit parce qu'ils sont en situation irrégulière, soit parce qu'ils sont délinquants, soit pour d'autres motifs aussi, parce qu'ils ont été condamnés. Ça fait des années que la majeure partie de ces gens-là ne sont pas repris par ces pays on va voir justement en chiffres des accords internationaux. Pour l'Algérie, par exemple, de janvier à juillet 2021, il y a eu 7731 demandes de quitter le territoire français. Alger a délivré 31 laissez-passer, des laissez-passer consulaires dont on a besoin pour renvoyer donc ces ressortissants dans leur pays d'origine. Et il y a eu finalement 23 expulsions exécutées, soit donc un taux d'exécution de 0,2%. Ce taux est de 2,4% au Maroc et de 4% en Tunisie. Mais Jean-Michel Fauvergue, vous parlez d'une mesure de justice, c'est une mesure punitive plus qu'une mesure de justice. Non, il n'y a rien de punitif là-dedans, c'est du rapport d'État à État diplomatique. À un certain moment, il y a un certain nombre de choses à faire pour que les accords internationaux soient mis en branle. On a vu que ce n'est pas le cas. On agit donc sur les visas. Il y a d'autres façons d'agir aussi. Et il y a rien de. C'est une mesure qui peut revenir en arrière si la situation s'arrange. Donc c'est une mesure diplomatique en réalité. Mesure diplomatique, Moustapha Tossa. Est-ce que vous voyez les choses comme cela? Vous êtes franco-marocain. Alors on sait effectivement que ça risque d'avoir au contraire un impact sur ceux justement qui viennent en touriste, peut-être en France ou dans un voyage d'affaires. En fait, ça n'a rien de diplomatique puisque la mesure a été annoncée hier matin par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur Europe 1. Ce matin sur BFM, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui s'est chargé du service après-vente. Et où est Jean-Yves Le Drian, qui normalement est chargé de porter la parole de la France et les positions de la France à l'international. Cette mesure avait pour objectif de s'adresser aux États du Maghreb. Le Drian était mieux placé
Moi, je crois que c'est beaucoup plus une démarche de la part du gouvernement Jean Castex, d'Emmanuel Macron, pour adresser des messages à l'intérieur français, aux domestiques français. Opportunisme politique. Oui, parce qu'il y a une compétition qui s'est ouverte depuis un certain temps. On est à 7 mois des élections présidentielles. Il y a une compétition ouverte, féroce, entre Marine Le Pen, entre Éric Zemmour, entre un certain nombre d'hommes politiques qui ont fait de l'immigration leur cheval de bataille. Et donc, il fallait que Emmanuel Macron puisse sortir une carte à faire jouer à 7 mois de l'élection présidentielle. Et juste pour répondre un petit peu à monsieur le député, mais est-ce qu'on est convaincu que cette mesure qui est perçue par le Maghreb comme une sanction collective, est-ce qu'on est convaincu qu'elle sera efficace? Est-ce qu'on est convaincu qu'elle va changer le comportement de ces États, qu'il va les obliger à recevoir davantage leurs nationaux? Ce n'est pas sûr. Donc c'est beaucoup plus pour moi un message à destination des Français, de l'opinion française à 7 mois d'élection présidentielle, qu'un message à destination des capitales du Maghreb. Jean-Michel Fauvergue, Emmanuel Macron veut-il contrer l'offensive Zemmour? C'est ce que titre Le Parisien aujourd'hui. Vous avez vu vous avez présenté des chiffres qui sont absolument parlants, qui sont importants. Il y a quasiment plus aucune expulsion dans ces pays-là, parce qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaires qui sont délivrés par ces autorités-là. Donc restons pragmatiques, restons sur ce terrain des expulsions, plutôt que de faire de la politique fiction. Non mais le moment interroge tout de même. Oui, sans doute, mais on est dans une situation qui est désormais devenue intenable. Et effectivement, si on interroge les Français, mais si on interroge aussi les Français d'origine de ces pays-là qui sont installés en France de manière régulière, ils vous disent tous, encore moi cet après-midi sur ma circonscription, ils vous disent tous que la France doit appliquer sa souveraineté dans ce domaine-là. Donc je pense que, comme le disait le poète Pierre Verdi, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et là, en ce domaine-là, les preuves d'amour, depuis 30 ans, elles ne sont pas là. En tout cas, ils choisissent leur moment, on va dire, le gouvernement. Catherine Witold de Wenden, de quoi parle-t-on? D'abord, combien de visas, est-ce que vous avez ce chiffre, sont accordés justement au Maghreb en France? Alors ça, j'aurais peut-être pas les chiffres de visas accordés. Mais grosso modo, de quoi parle-t-on? Moi, j'entendais ce matin qu'on parlait finalement d'une 30 000 visas à peu près. C'est quelque chose comme ça. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour de ça. Le taux de reconduction moyen, toutes nationalités confondues, c'est 12,5%. Donc, le président Macron, lors de sa campagne présidentielle en 2017, avait dit que tous ceux qui devaient être reconduits le seraient. C'est très difficile. D'une part, ça coûte très cher, une reconduction à la frontière. Deuxièmement, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays ne délivrent pas de laissez-passer consulaires parce qu'ils ne veulent pas reprendre un certain nombre de gens indésirables, entre guillemets, aux yeux du pays d'accueil. Et tous les accords de réadmission qu'on a signés avec des pays d'origine ou de transit parfois sont assortis en cadeau, si j'ose dire, de plus de visas pour les nationaux de ces pays qui veulent venir en France. Donc c'est une sorte d'équilibre qui est organisé de cette manière. Et je pense que la décision récente, unilatérale, qui a été annoncée par la France, c'est une sorte d'annonce d'escalade des sanctions pour l'opinion publique. Je doute qu'il soit possible d'être efficace dans ce domaine, puisqu'on l'est très peu. Le taux pour l'Allemagne doit être de peu près de 5%, donc ils sont encore en dessous de la France en la matière. Mais c'est un effet d'annonce en période préélectorale pour moi. Henri Laurey, effet d'annonce en période préélectorale. Vous êtes d'accord? La présidentielle française, finalement, s'invite au Maghreb? Bon, là, je vois qu'il y a une hystérisation politique autour de la question de l'immigration. Vous avez tout de même 3 postulants à l'Élysée qui, à l'heure actuelle, réclament ou promettent la tenue d'un référendum. Bon, je ne sais pas d'ailleurs si c'est constitutionnel, je ne sais pas d'ailleurs quelle serait la question que l'on poserait. Ce que je sais, comme tout le monde, c'est que cette question, effectivement... D'ailleurs, le feu couvait depuis longtemps. Les précédents présidents de la République eux-mêmes ont été confrontés à cette question de l'immigration, et notamment de l'immigration, il faut bien le dire, du Maghreb. Il est même impossible, d'après ce que j'ai compris, si les chiffres sont fondés, de raccompagner ou d'expulser des délinquants, des étrangers délinquants. Oui, c'est une question que manifestement le président de la République ne peut pas ignorer. Ça lui coûterait, me semble-t-il, extrêmement cher.
On va écouter Marlène Schiappa, en tout cas ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Elle est chargée de la citoyenneté. Voilà ce qu'elle dit. Non, c'est pas du chantage, c'est un rapport diplomatique où on avance avec nos armes. Ça fait des années qu'il y a un certain nombre de pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants, ou en tout cas qui ne font pas les démarches, qui ne diligentent pas les démarches qui permettraient de faire en sorte qu'ils reprennent leurs ressortissants, qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires. Et donc il y a un certain nombre d'outils qui sont à la disposition de la France. Elle dit que c'est une arme diplomatique, ce que vous avez dit. Oui. Mais à partir du moment où on sait que ça ne sera pas efficace, en quoi véritablement, est-ce que ça va faire pression véritablement sur les gouvernants du Maghreb? Vous allez bien vite en besogne. Vous dites on sait que ça ne sera pas efficace. Qui vous dit que ça ne sera pas efficace? Si c'est fait, ça n'a jamais été fait, donc faisons-le. Voyons si c'est efficace. Comment, si ce n'est pas efficace, on verra quelles autres mesures prendre. Mais ne restons pas les bras croisés. C'est ce qui est en train d'être fait. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à remettre en cause les accords passés avec ces différents pays? Non, mais les accords ne sont pas remis en cause. Les accords sont remis en cause parce qu'ils ne sont pas respectés de la part de ces pays-là. Chaque pays doit reprendre en compte ses nationaux. Chaque pays, c'est ce que fait la France, doit reprendre en compte ses nationaux. Et vous avez dans ces expulsables des personnes qui sont terroristes, qui sont fichées au terrorisme. À un certain moment, on a besoin de les expulser, de les renvoyer chez eux. Et il faut avoir les moyens de faire ça. On se donne maintenant les moyens de faire ça après des dizaines et des dizaines d'années où les choses n'ont pas été respectées de la part de ces pays-là. Moustapha Tossa, des dizaines et dizaines d'années sans respecter les accords? Moi, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le député. Il y a un problème de ces pays-là qui trouvent des difficultés à recevoir leurs ressortissants. Ça, la problématique existe, elle est extrêmement claire et les enjeux sont là depuis des années. Ça ne concerne que les pays du Maghreb? Ça ne date pas de... Non, pas du tout. Ça ne date il y a une stigmatisation là tout de même? Non, ça concerne beaucoup de monde. Mais là, c'est le Maghreb parce qu'en termes de chiffres, vu le rapport entre le Maghreb et la France, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, mais le problème, c'est que c'est le moyen qu'on utilise pour régler ce problème qui est questionnable. Par exemple, c'est une affaire suffisamment grave pour qu'elle doit trouver une solution dans un dialogue d'État à État et non pas recourir à la menace des visas. Je rappelle un truc. Faire baisser les visas de 50% de ces pays du Maghreb, ça veut dire qu'il y aura moins d'étudiants, moins d'intellectuels, moins de journalistes, moins d'hommes d'affaires, moins de créateurs, moins de voyageurs qui viendraient de ces pays-là. Ce n'est pas forcément une bonne affaire pour la France, tant au niveau de l'intelligentsia, au niveau de l'économie, au niveau de pas mal de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est en train de céder la place à d'autres puissances au niveau intellectuel et économique si on porte atteinte à cet échange-là. Et c'est très grave ce qui vient de se passer, c'est les suivis réellement des faits. Moi, je suis convaincu qu'après les élections présidentielles, on reviendrait à une procédure tout à fait normale, à un volume tout à fait normal qui est à la hauteur des enjeux entre le Maghreb et la France. Mais maintenant, on utilise cette affaire-là uniquement pour adresser des messages politiciens à un électorat français. Jean-Michel Fauvergue, c'est vrai que ça pénalise effectivement cette population qui est étudiante, même des touristes, des familles d'étudiants. Non, vous avez eu des communiqués qui précisent, tout à fait récemment d'ailleurs, qui précisent que les gens que l'on veut pénaliser, c'est un message aux dirigeants et c'est en fait l'intelligentsia de ces pays-là, les dirigeants de ces pays-là qui seront pénalisés par ça. En essayant de ne pas pénaliser les étudiants et tout le public que vous avez. Vous ne pouvez pas essayer puisque de facto ça les pénalise, puisque vous réduisez les visas. Mais non, parce que vous pouvez délivrer les visas. C'est un pouvoir souverain que de délivrer les visas. Et vous pouvez délivrer les visas à une certaine catégorie de personnes et pas à d'autres. Catherine Witold de Wendel, vous avez l'air en désaccord avec moi, je pense qu'effectivement, Jean-Michel Fauvergue. Ceux qui viennent, qui sont plutôt beaucoup d'étudiants, il ne faut pas oublier qu'un des facteurs essentiels des flux migratoires légaux vers les pays européens, c'est les étudiants. Donc il y a eu un gros effort fait par l'ensemble des pays européens pour faire venir plus d'étudiants. Donc ils sont les otages c'est même pas une négociation des termes d'accords bilatéraux avec ces pays en disant des visas contre l'acceptation des reconductions à la frontière. C'est un système qui est extrêmement inégal. Il n'y a pas de raison que les plus qualifiés, des touristes, des commerçants, etc., des gens qui apportent quelque chose dans les échanges qu'on a avec les pays du Maghreb, soient punis parce que ces pays ne reprennent pas. Ce n'est pas tellement des terroristes, pour beaucoup c'est des délinquants
ou des gens qui sont en situation irrégulière, qui sont les candidats. Donc ce n'est pas forcément la bonne méthode, en fait. Ouais, à mon avis, je ne pense pas. Henri Laurey, je vais vous faire intervenir. À droite, j'ai vu que le député LR, Éric Ciotti, qui est d'ailleurs candidat à l'investiture des Républicains, lui, il vient de tweeter que finalement, il fallait abroger les accords d'Évian qui accordent à l'Algérie un régime migratoire d'exception qui doit être supprimé. Donc lui, par exemple, va très loin. Et on est en pleine campagne présidentielle, tout de même, il faut le dire, là. Pourquoi pas? Non, mais écoutez, bon... Essayons d'être sérieux sur une affaire qui est quand même assez grave, me semble-t-il, hein, compte tenu des relations que nous avons avec les 3 pays, d'ailleurs, du Maghreb. Je rappelle que nos relations, par exemple, avec le Maroc sont extrêmement denses et fertiles en matière de lutte contre le terrorisme, par exemple. Hein. Dans l'état actuel des choses, il y a 2 remarques qui s'imposent. D'abord, on semble découvrir cette affaire de la non-réciprocité, si vous voulez, des pays concernés. Bon, ce n'est pas nouveau. Je comprends que la campagne électorale est en train manifestement de se cristalliser sur cette question de l'immigration et que le gouvernement, faute de mieux, faute d'une autre méthode pour le moment, a pris cette décision qui a, entre guillemets, le mérite d'être spectaculaire, puisqu'on en parle, tout le monde en parle, et les Français la voient bien. Alors c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si on veut changer de méthode, quelle est la méthode alternative? C'est la question que je me pose très franchement, parce qu'à partir du moment où on délivre des visas, ce qui est tout à fait normal, ce qui est dans notre tradition, comment fait-on pour effectivement mettre en œuvre une politique qui soit efficace sans, il n'y aura pas l'accord, je dirais, le consentement et la participation des pays concernés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes en la matière. Si on avait des chiffres qui étaient un peu moins significatifs, un peu moins sensibles, je pense qu'on n'en serait pas là. Alors, évidemment, le gouvernement, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Gabriel Attal disait hier que c'était une mesure à la fois drastique et inédite. Ça veut tout dire. On vous sent bien, si vous voulez, le poids politique de cette démarche. On peut la comprendre, mais, une fois de plus, les questions qui ont été posées ou soulevées par vos autres invités, Stéphanie, me semblent intéressantes. Quelle autre politique et combien de temps ça peut-il durer? Oui, Jean-Michel Fauvergue, ça va durer combien de temps ce bras de fer? Parce que clairement, le Maroc et l'Algérie, vous allez nous dire, Moustapha, ont réagi de manière très négative. Donc on se retrouve quoi? Dans une partie de bras de fer entre les deux avec les 2 pays? Avec les 3 pays, parce qu'il y a la Tunisie également. Hein. Ce qui est aussi intéressant, c'est la question qui est posée par l'intervenant. Quelle autre stratégie? Donc on attend des réponses dans ce domaine-là. En l'attente, ça c'est une réponse qui a été donnée sur une situation, je le répète, qui existe depuis des décennies et qui ne s'arrange pas ces derniers temps. Donc est-ce que ça va durer longtemps? Ça dépend des réponses, ça dépend des évolutions diplomatiques que l'on va avoir dans ce domaine-là et d'une évolution de la situation qui avait évolué d'ailleurs en 2018, qui avait évolué dans le bon sens juste avant le Covid, qui avait évolué dans le bon sens avec une reprise d'un certain nombre de personnes par ces pays-là. Et puis tout à coup, tout ça c'est immobilisé et la situation... Mais il y a eu le Covid en même temps. Non, mais maintenant, c'est terminé le Covid. Enfin, c'est terminé, en tout cas. C'est mesure spectaculaire néanmoins. Donc, du coup, à un certain moment, il faut que l'État exerce son droit souverain de travailler sur les visas et de faire en sorte qu'un certain nombre de personnes qui ne sont plus désirées sur le territoire national soient repris par les pays d'où ils proviennent. C'est du droit international, je suis désolé de vous le dire. Alors, on va y revenir juste après une courte pause, tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24 consacrée à la décision de la France de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux pays du Maghreb. Le gouvernement a décidé de diviser par 2 le nombre de visas accordés à l'Algérie, au Maroc et de 30% les visas accordés à la Tunisie, quels que soient les motifs du voyage. Le Maroc a dénoncé une décision injustifiée. On vient d'apprendre que l'Algérie convoque maintenant l'ambassadeur de France. Donc rébellion évidemment du côté du Maghreb. On en parle toujours avec
Jean-Michel Fauvergue, qui est toujours avec moi, député La République En Marche de Seine-et-Marne, membre de la Commission des lois. Mustapha Tossage, rédacteur en chef adjoint à MCD, Monte-Carlo, Douaïla. Catherine Vitol de Vanden, enseignante à Sciences Po, spécialiste des migrations internationales, directrice de recherche émérite au CNRS. Et également Henri Loret, éditorialiste au Télégramme. Justement, convocation, une réaction, Mustapha Tossage, justement, sur l'Algérie qui convoque maintenant l'ambassadeur de France. Évidemment, ça ne va pas arranger. Il va y avoir des tensions fortes, bien sûr, entre la France, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Oui, c'est vrai. Un mot sur les réactions. D'abord, hier, le premier pays à avoir réagi, c'est le Maroc, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Il s'est dit, il a qualifié cette décision d'injustifiable et il s'est dit injustement traité par la France, puisque le Maroc, selon le ministère, a un dialogue consulaire, tout ce qu'il y a de productif, de logique et de positif. Donc, il ne voyait donc, pas... il y a des relations assez cordiales. Il y a parfois des tensions entre la France et le Maroc. Mais le Maroc a tenu à pointer le côté politicien de cette démarche, ce qui est inédit dans le langage diplomatique. Quand on en arrive à pointer cette portée politicienne, c'est que vraiment on veut faire passer un message de colère froide et de frustration. L'Algérie a réagi autrement. Il a convoqué l'ambassadeur François Gouillette. Et quand on sait tout le chemin mémoriel que Emmanuel Macron a voulu ouvrir avec l'Algérie, pendant tout son mandat, il a traité l'Algérie comme du lait sur le feu, avec beaucoup de gestes extrêmement symboliques, extrêmement importants. On arrivait à ce que l'ambassadeur soit convoqué. Moi, j'imagine que c'est une tension qui est amenée à se développer entre Alger et Paris sur fond d'immigration. Vous avez tout à l'heure évoqué la position d'Éric Ciotti sur sa demande de revoir les accords d'Évian. Donc, il y a là, sur cette question des visas, une manière de jeter l'huile sur le feu de la relation franco-algérienne à travers cette problématique. Donc, cette affaire-là n'est pas tout à fait réglée. Il n'y a pas le mot de fin, puisqu'on aura d'autres développements et d'autres évolutions de la situation. Politicienne, Jean-Michel Fauvergue, c'est ce qu'a dit, ce que dit le Maroc. Oui, c'est normal que le Maroc réagisse de cette manière-là, c'est normal que l'Algérie réagisse de cette manière-là. Il y a des évolutions diplomatiques qui vont se faire, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, donc les choses vont évoluer dans ce domaine-là. La situation sera progressive et sans doute réversible si on constate des progrès dans ce domaine-là. Mais ce que je voulais vous dire aussi, ce n'est pas seulement de la politique politicienne française. Je pense qu'il y a aussi des positions qui ont été prises au niveau européen. La France va prendre la présidence européenne au mois de janvier. Je pense que la position européenne, on va aller vers une position européenne qui serait une position globale dans ce domaine-là. Position globale. Alors, dans le meilleur des mondes, on sait que Gérald Darmanin le souhaite. On va revenir justement sur la position européenne. Mais avant ça, je voudrais vous faire écouter la réaction de Gérard Larcher, justement, qui s'est prononcé, donc le président du Sénat LR, qui a attaqué justement cette décision. On l'écoute. C'est le signe tout simplement de l'échec, ou plutôt de l'absence de politique migratoire de la part de notre pays. Quand nous voyons les demandes d'asile augmenter, être détournées de l'objectif absolument respectable et essentiel du droit d'asile, alors qu'il baisse dans les autres pays de l'Union européenne, vous voyez la nécessité d'une politique migratoire. 6 mois avant les élections présidentielles, on voit qu'on engage des décisions qu'on a demandées depuis bien longtemps et qu'on a attendues en vain. Catherine Vitol de Venden. Donc, en fait, il parle de l'échec de la politique migratoire. C'est intéressant. Je ne suis pas nécessairement d'accord parce que, en fait, c'est un discours facile, si j'ose dire. Il parle du droit d'asile. Il se trouve qu'on a accueilli beaucoup d'Afghans qui sont, pour l'essentiel, des gens qui ont déjà demandé l'asile dans un autre pays européen et qui ont le droit, une fois qu'ils ont épuisé toutes les voies de recours, de demander dans un autre pays européen l'asile. Donc c'est pas parce que la France accueille tout le monde, loin de là. Il y a l'effet des accords de Dublin qui obligent à renvoyer vers le premier pays où on a demandé l'asile, etc. Donc c'est beaucoup critiqué ces accords de Dublin avec la question des visas. Oui. Beaucoup critiqué ces accords de Dublin justement sur la politique migratoire. Ils sont sur la sellette, si j'ose dire, du pacte européen sur l'immigration et l'asile. Et je doute qu'on aura une politique commune de l'asile dans le court terme, parce que les pays européens ne sont pas d'accord entre eux. Les pays de Visegrad, de l'Est et d'Europe centrale et orientale ne veulent pas entendre parler de l'accueil des demandeurs d'asile. Et il est prévu que
au lieu de les contraindre, si j'ose dire, il payerait éventuellement les reconductions à la frontière. On revient à notre sujet. Je doute que ces pays acceptent de financer, ce qui est très coûteux, les reconductions à la frontière des autres pays européens plutôt que d'accepter chez eux des demandeurs d'asile. Donc je pense qu'on va entrer dans une politique très difficile si on veut s'engager sur ce sujet. Sur l'Europe, en tout cas, Gérald Darmanin qui défend donc l'idée d'une seule demande d'asile pour toute l'Europe. Alors effectivement, comment ça pourrait être possible, Henri Laurey? Écoutez, ce qui vient d'être dit, moi je n'ai rien à y ajouter, c'est tout à fait évident. Je ne vois pas du tout aujourd'hui comment on peut trouver un consensus, ou alors sur quelle base, et sur tellement à minima que je ne crois pas que ça puisse être très efficace. Deux mots, Gérard Larcher tout à l'heure a oublié que ce qui se passe en ce moment interroge en vérité toute la politique migratoire de la France, pas uniquement sous Macron, mais sous ses prédécesseurs aussi, bien entendu. Deuxièmement, il est évident qu'il faudra sortir d'une manière ou d'une autre de cette crise. Cette crise, elle a le mérite pour le président de la République qui était accusé de laxisme, en tout cas en matière de politique migratoire. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est le procès qui lui est fait par ses opposants. Ça a le mérite, en quelque sorte, de montrer qu'une disposition extrêmement spectaculaire vient d'être prise par son gouvernement, par lui-même donc. Et toute la question, c'est de savoir comment on va en sortir et sur quoi on va en sortir. Alors, en tout cas, le thème de l'immigration est très présent dans cette campagne présidentielle française. Marine Le Pen, par exemple, elle propose d'organiser un référendum sur la politique migratoire. Justement, on va l'écouter. Plusieurs années que je propose ce référendum. Ce référendum, il porte sur un projet de loi complet qui vise à réguler drastiquement l'immigration, à rétablir des critères stricts pour l'entrée et le maintien sur le territoire, mais aussi pour l'acquisition de la nationalité française, qui mettent en œuvre la priorité nationale, c'est-à-dire la priorité pour les Français, notamment à l'accès au logement social, mais aussi à l'emploi, et puis qui protège notre système de protection sociale. Car vous voyez bien que la charge que fait aujourd'hui peser l'immigration sur notre système de protection sociale est, à mon sens, une charge déraisonnable. Jean-Michel Fauvergue, on voit bien que l'immigration est vraiment centrale en ce moment, en tout cas, et on est à 7 mois des élections présidentielles. Oui, mais ce n'est pas étonnant venant de la part de Marine Le Pen. Donc ce n'est pas étonnant non plus, la réponse du gouvernement qui est sur ses vieux démons et sur ses vieilles lunes. Ce qu'elle dit est intéressant, c'est-à-dire faire un référendum, faire des lois, etc. La problématique ne vient pas de là. Aujourd'hui, la crise que l'on a, puisqu'il s'agit d'une crise, effectivement, la crise que l'on a, ce n'est pas une crise qui est due à un manque de loi, à un manque de règlement. Au contraire, c'est la non-application des règlements, et en particulier les règlements internationaux, par des pays qui ne reprennent pas le ressortissant. Donc c'est l'application de tous ces règlements-là. Et si demain vous faites un référendum, bien, pourquoi pas? Mais il va falloir aussi se mettre en possibilité d'appliquer ce qui sortira de ce référendum. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que comment faire appliquer le droit international que ces pays-là n'appliquent pas dans ce domaine-là depuis des décennies. Gérard Larcher, effectivement, l'a oublié. Je suis d'accord avec Henri Laurey là-dessus. Il a oublié comment faire appliquer ça qui n'est pas appliqué depuis des décennies. C'est quelque chose d'important. Justement, on en parle depuis très longtemps, parce que les pays du Maghreb réunis, il faut que vos spectateurs le sachent, les pays du Maghreb réunis représentent à peu près 25% des étrangers en situation irrégulière non reconduits. 25%, donc pourquoi les stigmatiser finalement? Parce que 25%, c'est énorme. Mais ils ne sont pas stigmatisés. Je veux dire, je comprends bien. Oui, c'est un risque, mais je comprends bien le terme que vous employez parce qu'on est en période électorale, mais ils ne sont pas stigmatisés. La France fait état de sa souveraineté dans ce domaine-là. Moustapha, pour commenter un petit peu l'idée de référendum de Marine Le Pen, moi j'ai beaucoup aimé le trait d'humour fait par Gérald Darmanin quand il a dit dans une interview que organiser un référendum sur l'immigration, c'est comme si demain organiser un référendum sur le beau temps. Est-ce que vous êtes pour le beau temps ou pour le mauvais temps? Donc ce sont des évidences qui se sont installées. Moi ce qui m'interroge, ce qui m'interpelle, est-ce que cette décision prise par le gouvernement d'Emmanuel Macron
à l'égard du pays du Maghreb. Est-ce qu'elle va régler la problématique de ces immigrés illégaux en France? Eux pensent que oui. Mais non, mais justement non. Non, pour la simple raison que ce n'est pas une problématique qu'on règle avec des menaces. C'est une problématique qu'on règle avec un dialogue stratégique avec ces pays-là. Et d'ailleurs, donc il n'y a plus. Ce qui est extraordinaire, il est au point mort, dit Jean-Michel Fauvergue. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que cette décision spectaculaire annoncée par Gabriel Attal, ces 3 capitales du Maghreb n'ont même pas été informées. La courtoisie diplomatique aurait voulu qu'on appelle son homologue pour dire demain on va annoncer ça. Apparemment, quand on voit les réactions de Paris, d'Alger, de Tunis, on voit qu'ils découvrent ça comme tout le monde. Ils n'ont pas voulu être courtois, Jean-Michel Fauvergue. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été fait de manière hâtive, précipitée. On voulait faire un coup médiatique électoraliste sur la France et c'est tout. Coup médiatique, Jean-Michel Fauvergue. Non, pas du tout. On n'est pas sur le fond du problème. Là. Quand j'entends ça, oui, pourquoi pas, mais on n'est pas sur le fond du problème. Le fond du problème, il est simple. Et les Français le comprennent bien. Les Français et les gens qui vivent sur notre territoire et qui sont issus de ces communautés-là aussi, ils le comprennent bien et nous interpellent là-dessus. Ils disent à un certain moment, les gens qui n'ont pas vocation à être sur notre territoire national doivent partir de notre territoire national, qu'ils soient des pays du Maghreb ou d'ailleurs. Et il faut que ces pays-là, les pays de provenance, les récupèrent et fassent justement à leurs obligations internationales. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, depuis des décennies. Catherine Vitol de Van Den, pourquoi ça n'est pas le cas aujourd'hui, vous qui êtes justement spécialiste de ces questions? Il faudrait demander à chaque citoyen, plutôt que de faire un référendum sur l'immigration, s'il est prêt à payer le coût des reconductions à la frontière. Pour vous, c'est une histoire de coût? Le coût est considérable, financier, enfin politique, bien sûr, on le voit, mais le coût financier est considérable parce que moi, j'ai été à la Commission nationale de déontologie de la sécurité pendant 6 ans. Et les bavures, il y avait beaucoup de cas de reconduction à la frontière qui se passaient mal parce que les personnes résistent, parce que le chef de bord dans l'avion ne veut pas reconduire des gens qui se rebellent à l'intérieur de l'avion et d'autres qui prennent fait et cause pour les personnes qui sont reconduites, etc. Il y a des pays, ce qui n'est pas le cas des pays du Maghreb, qui considèrent que ces personnes ne sont pas leurs nationaux, etc. Donc c'est très complexe. Et le coût est très élevé parce qu'il y a bien sûr le voyage, il y a les policiers qui accompagnent la personne, il en faut au moins 2, les frais d'hôtel pour la reconduction. Si c'est des gens qui viennent de pays avec lesquels on n'a pas beaucoup de vols, c'est très coûteux. Alors quelle est l'alternative, pardonnez-moi, parce qu'effectivement il faut tout de même avoir une politique migratoire dans un pays, que ce soit la France ou d'autres. L'alternative, ce serait peut-être sélectionner plus précisément ceux qui vraiment posent problème à la sécurité publique sur le territoire. Je ne suis pas sûre que les sans-papiers que l'on veut reconduire soient tous des gens qui posent des problèmes à la sécurité du territoire. Donc là, je pense que c'est une politique d'opinion. De toute façon, on n'a pas les moyens financiers de reconduire tout le monde. Une reconduction, c'est 3 à 5 000 euros. Donc il faut être plus ciblé, c'est ce que vous dites. Henri Laurey. Écoutez, si on ne peut pas effectivement les reconduire, je comprends très bien ce que vous dites, madame. Nous avons que c'est très compliqué, que ça coûte très très cher, c'est vrai. Mais si on ne peut pas les reconduire et que par surcroît, on ne peut pas avoir des relations avec les pays concernés tels, je parle du gouvernement bien entendu, tels qu'il y ait une coopération pour récupérer ces personnes qui seraient expulsées, qui ne seraient pas accueillies ici, qu'est-ce qu'il nous reste ? Je suis sensible à la question tout à l'heure qui était soulevée, qui était de la courtoisie, de la diplomatie. Oui, c'est élémentaire, vous avez tout à fait raison, surtout avec les pays en question. Mais comment faire ? Comment faire si, pour dialoguer, il faut être 2, en quelque sorte ? D'après ce que je crois comprendre, d'après ce qui nous est dit du côté français en tout cas, il est très difficile de faire entendre raison aux 3 pays d'ailleurs, aux responsabilités quelles qu'elles soient, aux responsables quels qu'ils soient d'ailleurs, de faire entendre qu'il faut récupérer, participer, contribuer, etc. Alors, une fois encore, la question, M. Fauvergue, vous l'avez évoqué tout à l'heure, moi je ne sais pas quelle est la politique qui peut se substituer à la situation actuelle qui est une situation que l'on connaît depuis des décennies en vérité. Une politique européenne, dit Gérald Darmanin. Vous y croyez, Henri Laurey ? Non, ça je n'y crois pas une seule seconde. Vous savez que je suis assez proche de ce qui se passe à Bruxelles. Non, je ne vois pas du tout en quoi et sur quoi on pourrait avoir quelque chose. Quel est le socle sur lequel on pourrait avoir une politique, entre guillemets, migratoire européenne ? Si ça avait été possible,
je crois qu'en d'autres circonstances, on aurait eu quelques avancées, on ne les a pas eues. Jean-Michel Fauvergue, ce sera peut-être une mesure pour rien finalement, une mesure de fermeté pour montrer la fermeté effectivement du gouvernement en pleine campagne, mais est-ce que effectivement, ça va déboucher sur quelque chose à part effectivement tension diplomatique en vue, ça c'est certain. Oui, mais une tension diplomatique en vue, ça fait partie de la vie des pays les uns avec les autres. Ce ne serait pas la première fois qu'on aurait des tensions avec les pays du Maghreb ou d'autres types d'autres pays du monde, d'autres régions du monde d'ailleurs. On a les tensions en ce moment avec un grand pays du Pacifique, hein, je vous le rappelle. Non, mais moi je ne suis pas si pessimiste sur la politique européenne. J'espère qu'on va arriver à quelque chose sous la présidence française en particulier. On a vu qu'on était pessimiste sur la coopération économique européenne pendant le Covid et il s'est passé des choses, des grandes avancées. C'est pas la même chose. On n'est pas sur, je suis d'accord. L'immigration, la souveraineté de chacun des États. Mais ceci dit, tous les espoirs sont permis dans ce domaine-là. Il faut continuer à travailler dans ce domaine-là. Maintenant, sur les rapports que l'on a avec les pays du Maghreb, ce sont des pays frères, des pays avec qui on entretient des rapports de longue date. On est sur une crise, bien évidemment. On est sur une crise aujourd'hui, mais à un certain moment, il faut savoir un peu aussi marquer notre territoire et dire, écoutez, ça suffit, ça dure depuis très longtemps, depuis trop longtemps, ça suffit, trouvons une solution ensemble. Nous, en attendant, on va prendre ces mesures-là et c'est une situation qui, bien évidemment, sera évolutive dans un sens ou dans l'autre. Moi, je crois qu'en plus de la tension diplomatique attendue, ce que je crains, c'est le détournement de ces populations, le détournement de leur regard sur la France. Il ne faut pas oublier que la francophonie est en train de lutter à armes inégales dans ces pays. L'anglais est en train de conquérir. Il y a des forces politiques organisées qui demandent à ce que le français sorte du radar culturel et intellectuel du pays. Ce genre de décision, il ne règle pas la problématique légitime qui est celle des illégaux, mais elle va accentuer cette distanciation sociale, culturelle et civilisationnelle avec la France. Et ça, c'est un risque que Emmanuel Macron court et que ceux qui ont pris cette décision courent de manière gratuite. Parce que les étudiants de demain qui venaient souvent dans les laboratoires, faire de la recherche ici en France, ils sont en train déjà de tourner le regard vers d'autres capitales, vers d'autres pays. Et ça, c'est une perte pour la France. Est-ce que ça valait le coup d'avoir ce montant régalien, ce coup de montant régalien d'Emmanuel Macron pour arriver à ce résultat? Je n'y crois pas. Est-ce que ça valait le coup, Jean-Michel Fauvergue? C'est vrai que vous pénalisez cette population-là en particulier. Je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure et je pense que les choses doivent être répétées, 100 fois répétées. Les populations étudiantes, les visas pour étudiants ne seront pas visés ou seront un minimum visés par cette politique-là. C'est au cas par cas, donc ils peuvent être visés. Oui, alors justement, c'est au cas par cas, donc ça peut. Mais donc pour l'instant, on peut avoir une politique intelligente sur ces visas-là. Quel que soit l'objet du voyage, pardonnez-moi pour l'instant, ce qui est annoncé en tout cas. Mais quel que soit l'objet du voyage. Un visa est délivré au cas par cas en fonction d'un certain nombre de pièces produites et en fonction de la capacité aux personnes à s'adapter au territoire national. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est une situation, je le répète, où on n'expulse plus, on ne peut plus expulser. Les chiffres sont ridiculement bas, vous les avez soulignés vous-même. Il faut trouver une solution dans ce domaine-là. À un certain moment, on ne peut pas se dire oui, on va se fâcher, ça risque de poser des problèmes, etc. Non, le but, c'est... Là, vous provoquez une fâcherie. Le but, c'est pas de se fâcher au final. Le but, c'est de dire, maintenant, on est arrivé au bout... De les mettre au pied du mur, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, de provoquer une crise. De ce que notre opinion publique, toute confondue, peut supporter. Donc, il va falloir qu'on travaille, qu'on se remette à la table et travailler là-dessus pour avoir des résultats et des résultats rapides. Et si j'étais sûr que ce genre de démarche pouvait avoir un résultat concret et régler le problème, je serais le premier à l'applaudir. Sauf que ça ne règle pas ce problème. Mais si on était sûr de réussir avant de prendre la décision, moi j'en aurais pris des milliers de décisions dans ma vie. La décision, du latin decisio tranché, c'est qu'on n'est pas sûr du résultat. Donc on va voir, mais il faut faire pression et c'est un des moyens que l'on a. On en a d'autres de moyens. On en a un autre en particulier. Alors lequel? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, l'aide publique au développement en particulier. Donc on a d'autres moyens dans ce domaine-là. Donc c'est le divorce en fait, le divorce total de la France avec cette région. Il faut que ça réagisse de part et d'autre, et en particulier de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'on arrive à une situation qui est intenable pour nous.
Vous voyez le danger d'avoir des pensées, des idéologies Le Pen, Zemmour sur la France. Ils obligent le gouvernement à prendre des décisions qui enferment la France plutôt que de la laisser ouverte, mondialisée. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, c'est pas. Non, je peux pas. Catherine, moi, ce que j'ai entendu à la radio ces derniers jours, tout le monde a parlé des reconductions. Zemmour a parlé du taux très faible de reconduction à la frontière. Jordan Bardella en a parlé aussi hier, Marine Le Pen également. Donc je pense que ça s'inscrit dans ce discours. Il faut répondre à ce discours populiste. Et je trouve tout à fait dommage que les personnes qui veulent venir en France pour des raisons tout à fait respectables d'ailleurs de ces pays soient les otages de ce genre de réponse. C'est une politique d'opinion publique. Pas du tout. Moi, je veux juste vous dire une chose, c'est que avant d'être député, j'étais policier, patron du RAID, mais avant d'être patron du RAID, j'étais sous-directeur à l'international de la police aux frontières. Et donc, ces problèmes-là existaient déjà, ils existent depuis très longtemps. Ils existent depuis très longtemps, et en 2015, au moment de la crise migratoire, les Européens n'avaient pas à se mettre d'accord. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur des quotas. Depuis 2017, depuis qu'on a été élu, et depuis 2018 en particulier, dans notre majorité, on parle énormément de ces problèmes-là. Ce n'est pas des problèmes qui nous sont suggérés par les uns et par les autres. Et on essaye de trouver des solutions qui sont, nous, des solutions modérées à ces alors là, ce n'est pas une solution, c'est plus une mise sous pression. Bon, un mot juste de conclusion. Henri Laurey, on verra si effectivement ça aboutit. Henri Laurey, peut-être un mot de conclusion. Oui, maintenant, donc on se tourne, on ne voit que des situations de crise en quelque sorte. Alors, ce n'est pas drôle du tout, mais c'est vrai que est-ce que le gouvernement pouvait ne rien faire? Il a donné la réponse. Il fallait qu'il bouge, quelles qu'en soient les raisons, quels qu'en soient les motifs. Je partage une partie de ce qui a été dit tout à l'heure, mais il faut faire quelque chose, puisqu'à partir du moment où la situation perdure depuis des années et des années, et que manifestement on est arrivé à un point de rupture peut-être. C'est dommage, c'est triste, surtout avec les pays concernés. Et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je suis bien d'accord. Il faut que les étudiants, il faut que les touristes, etc., puissent revenir. Il faut trouver avec les pays et dirigeants des pays concernés vraiment un modus vivendi. Un modus vivendi. En tout cas, combien de temps tout cela, ce rapport de force va-t-il durer? On ne sait pas encore. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jean-Michel Fauvergue, Catherine Witold de Winden. Merci Moustapha Tossa. Merci Henri Laurey. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.